Merci Abdoulaye d'être avec nous ce soir. Donc, vous êtes écrivain, maurifanien comme Matondo, poète, dramaturge, et vous avez été co-scénariste du film et également deuxième assistant réalisateur. Tout d'abord, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à participer à la réalisation de ce film, amené vous déjà travaillé avec Mendo auparavant, et comment ce projet de film est-il né? Bonjour tout le monde. Merci. Je suis mauritanien comme tant d'autres. Moi, je suis dans ce pays depuis quelques décennies. Je ne vais pas dire abandonné parce que ce serait trop décevant. Et en 1976, mon compatriote nous a mis en relation. Un an après, il avait commencé à préparer son film qui s'appelle les West Indies, les Nègres de Perdu. Et il m'a dit, Abdou, tu viens travailler avec moi et tu vas faire un stage. Et c'est ainsi que j'ai commencé à fréquenter Mel, à parler avec lui, à échanger avec lui. On a attaqué West Indies qui a été tourné en 78. Et après West Indies, moi j'ai continué à fréquenter Mel, pratiquement à aller le voir tous les jours parce qu'une fois que le film est terminé, West Indies, il y avait construit une espèce de caravelle dans les Jésus, dans le Citroën, voilà. Et il fallait l'équiper le bois et le bateau. Donc il fallait trouver des gens pour retrouver ça. Même il voulait en faire un lieu culturel où les gens viendraient au restaurant. Cela aurait été une super idée. Oui, c'est une super idée parce que le mec il a des idées toutes les 2 secondes. Je veux dire, c'est par afin que ça vient. Et finalement, bon, ça n'a rien donné. Puis on a continué à bosser ensemble. Il connaissait bien Abdoulaye Mani. Oui, donc l'écrivain nigérien qui a écrit le roman en Saoudien. Oui, il travaille encore Michael Sen, je ne sais plus quoi, le petit frère. Ça remonte à 1980. Hein? Oui. Et nous avons commencé à adapter le roman d'Abdoulaye Mani. Et on a été au festival de Cannes en 1991, je crois, pour essayer de voir comment financer ce film, c'est-à-dire ça. Et dans la production. Ouais. Pour la production. On connaissait quelqu'un qui travaillait à Gomont qui s'appelle Michel Né, qui a été un type assez sympa, qui a mis en relation avec TF1 de production, je crois. Et le CNC aussi, et puis le gouvernement nigérien qui s'était engagé à proposer le film au niveau des prestations pas techniques, mais au niveau de on est sur terre. Donc, à Cannes, ça a un peu marché. Et en 1983, avec ce qui devient un peu comme maintenant, l'engagement du gouvernement nigérien a coproduit le film. Oui, parce qu'au début, ça devait être une coproduction entre donc la sur les niveaux de Metondo et à 50-50 avec la télévision nigérienne. Voilà. Mais le gouvernement nigérien, finalement, s'est retiré un mois avant le tournage. Donc, en 83, en octobre 83, nous sommes allés à Niamey, où nous avons commencé à faire, on a déjà fait les repérages, hein, où nous avons commencé à travailler, à engager les acteurs, chercher les chevaux, déterminer les décors. Et nous avons fait 3 mois au Niger, nous avons finalement pas pu tourner dessus. Tous les jours, nous étions avec nos compatriotes, nos camarades qui nous aident, qui voulaient aussi travailler, hein. Mais ça n'avançait pas.
Bon, je ne sais pourquoi. Au bout de 3 mois, il y a un avocat qui est venu de France qui s'appelle Papakles, qui a conseillé à mettre d'arrêter les frais comme ça, puisque pour suivre un hectare, c'était assez compliqué. Il avait dépensé pas mal d'argent, ça a beaucoup plus. Et le gouvernement nigérien a essayé de reconnaître cet ordre dans cette histoire. On a cherché pourquoi, de toute façon, on n'a pas pu tourner là-bas. Et nous avons pris nos piquets là après 3 mois. L'hôtel a reprendre la camée, comme nous sommes nous sur Paris. Et à nouveau, maintenant avec ce film, je vous dis clairement, parce que ça a été très long, les conditions de production du film, les conditions de tournage, tout est très compliqué, les conditions de sortie. Donc nous sommes retournés à Paris, il est reparti à nouveau pour essayer de trouver d'autres producteurs. C'est comme ça que le gouvernement burkinabé, parce qu'il y avait Thomas Sankara, qui avait pris les pouvoirs à Ouaga. C'était encore la Troïka, c'est devenu Burkina Faso, qui a accepté aussi de remplacer en quelque sorte le gouvernement du Niger avec l'aide de l'État burkinabé. C'est ainsi que nous sommes partis au Burkina en 1985, il y avait la guerre entre le Burkina et le Mali à l'époque. Tout ça conjugué, je ne peux pas faciliter la tâche. Et voilà, également comme ça, le film a été tourné au Burkina, à Ouaga, dans la région de Ouaga, et la région de Kourou, un peu forestière, une minute de Côte d'Ivoire, un peu au nord et encore là, on va bien avec l'état-major d'un territoire avec les plus côté Sokoto tout petit peu. Oui, donc en fait, on voit, disons que l'histoire cette histoire compliquée de production et réalisation du film a un impact sur notamment le choix des langues qu'on voit dans le film, parce que en fait, alors que l'histoire, donc l'épisode historique sur lequel le roman est basé se passe à nouveau dans un village dans l'ouest du Niger. Et le roman donc, écrit par un écrivain nigérien, mais après, donc le film n'est pas tourné en Hausa, mais les langues, donc sont essentiellement du Diola, et il y a aussi du Peul et du Tamashek, donc pour les scènes qui sont tournées plus au nord. Et donc en fait, le Diola, la langue du Burkina Faso, et également donc la musique, il y a 2 types de musique dans les films, on reviendra sur ça après. Donc tout ce qui est la musique traditionnelle qui nous parle de la tradition orale et du mélodie, en fait ce sont des mélodies de la région du Diola au Burkina Faso, donc ça c'est lié aux technicalités de la Je vais juste faire une petite parenthèse. Oui, au départ, le film devait se tourner en Hausa. Oui, c'est ce que j'allais Parce dire. que la reine c'était prévu de... Saouna, la reine de Lougou, Oui. et de la région de Dosso, Oui, bien sûr. avant Tawa, qui est un peu plus au nord. C'est vraiment la région des Hausa. Oui. Comme on n'a pas tourné au Niger et au Burkina, on a fait Ben oui, bien sûr. on l'a traduit en tout dans parce que d'autant plus qu'il y a, à part les personnages français qui sont incarnés par des acteurs professionnels, la plupart donc des personnages africains, ce sont des acteurs non professionnels, donc qui s'expriment dans leur propre langue. Et à ce propos, je trouve que Aïe Keita est une actrice non professionnelle, celle qui incarne le rôle de Sarania, elle est magnifique. Juste pour revenir brièvement sur cette histoire du tournage, je dirais que elle reflète. Donc il a fallu 6 ans entre 81 et 86 à ce film pour pouvoir être réalisé par le jour. Donc cette histoire compliquée du tournage de Sarania reflète à la fois le combat de Medondo pour un cinéma qui soit un cinéma panafricain produit par des Africains sur le continent et réalisé avec des acteurs non professionnels. Il a également essayé d'inclure des techniciens ou même
Donc africain, c'était aussi le cas d'un des décorateurs, du monteur, et l'écrivain Abdoulaye Mamani a également participé à l'adaptation, donc à l'écriture du scénario, des dialogues notamment. Et donc, mais en même temps, cette histoire reflète aussi les obstacles auxquels ce projet de cinéma africain se heurte. Et notamment au fait que Medundo, comme les autres cinéastes africains de cette génération, finalement, un cinéaste nomade, c'est-à-dire qu'il n'est pas reconnu par son propre pays à l'époque et qu'il est obligé, donc en l'absence d'une industrie africaine du cinéma, donc il est obligé de se trouver, de se construire une nation cinématographique, disons, qui puisse lui permettre de tourner ses films. Et comme ce qui s'est passé au Niger démontre aussi la complexité et la fragilité des accointances politiques qui sont nécessaires pour réaliser le film à un certain moment. Et donc disons que cette histoire reflète aussi donc à la fois, je dirais, les traits, le combat de Medundo pour une certaine idée du cinéma africain, en même temps les obstacles et limites auxquels ce projet du cinéma africain se heurte. Ce qui fait que jusqu'à la fin de sa vie, Medundo disait que finalement il n'y avait que des cinéastes, des individus africains qui faisaient du cinéma, mais pas vraiment de cinéma africain. Parce que le cinéma, c'est pas seulement un film, mais c'est en fait un système de production, de l'argent, des moyens techniques, des laboratoires de post-production, et tout ça, disons que il n'y a jamais eu une véritable industrie africaine du cinéma en sens, sauf peut-être en Afrique du Sud ou en Égypte, plus récemment au Maroc, mais pour des cinémas commerciaux. Donc, juste pour revenir, donc, cette histoire de tournage qui reflète aussi, je dirais, l'histoire et la dimension politique du cinéma africain. Comme vous le disiez, l'État nigérien, donc la télévision nigérienne plutôt, qui se retire de projet juste avant le tournage. À ce moment-là, Medundo a déclaré qu'il a fait même une petite crise cardiaque parce qu'il se retrouvait du jour au lendemain avec un déficit de 75 millions de francs CFA. Et c'est juste grâce à l'intervention de Thomas Sankara, qui s'est engagé à travers, l'État burkinabé a prêté 50 millions de francs CFA à Medundo pour pouvoir réaliser le film. Parce que le projet de Medundo, c'était justement aussi, comme je l'ai dit au début, avant la projection, donc jusque-là, c'était la plus importante production africaine, donc à 100 millions de francs CFA, équivalent de 3 millions de dollars. Et disons que l'ambition de Medundo, c'était de montrer aussi qu'en Afrique aussi, on pouvait faire des films de ce type-là. Et juste pour revenir à ma question du début, pourquoi et dans un entretien, Medundo dit même qu'il a dit avoir lu le manuscrit du roman avant sa publication. Pourquoi cette histoire a été si importante pour lui? Pourquoi est-il si important de faire de ce roman un film? En gros, je ne sais pas si on va parler uniquement de Medundo ou uniquement de Sarounia ou du cinéma africain en général. Ça va nous prendre 3 heures parce qu'il y a ma famille qui est là, ils connaissent pas très bien. Ils l'ont connu. Et là, il nous a quitté en 2019, de mars. Pour dire les choses au moins qu'on recontextualise, parce que Medundo est d'origine mauritanienne, petit-fils d'esclave. Bon, il a étudié au Maroc, un peu en Algérie, et puis il est venu ici. Il a travaillé à Marseille, il a été cuisinier, il a fait des études, il a fait un peu de théâtre, il a fait du doublage. Mais étant petit-fils d'esclave et ayant ouvert les yeux sur la réalité du monde tel qu'il a été à l'époque tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un monde où il y a des dominants et des dominés, et moi, lancer des cailloux au grand maître, ce qui faisait la fureur de son grand-père. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait inscrit la révolte dans sa tête et qui tenait à montrer qu'il était révolté. Donc, un petit-fils d'esclave, quand même, quand on est révolté, on
on peut faire des dégâts, et il a fait des dégâts. Je veux dire, il n'a pas brûlé, il n'a pas tué quelqu'un, par son propos et par ce qu'il a montré avoir après. Et il a réalisé Soleil-Haut, qui a été un peu une espèce de... Soleil-Haut, ça a fait beaucoup de bruit au début des années 70. C'était au festival de Cannes. De 70, ouais. C'était 70? Oui, c'était 70, oui. Donc, juste pour rappel, Soleil-Haut qui traite de la désillusion d'un immigré africain qui se retrouve confronté au racisme ordinaire à Paris. Et après Soleil-Haut, il a réalisé un film qui s'appelle Le Biconnaire vos voisins. Ensuite, il a fait un film, c'est aussi sur la question des immigrés. Oui, c'est une docu-fiction. Voilà. En France, il a réalisé 2 films. Nous aurons finalement pour dormir. Et Polisario, on peut parler sur la lutte du Front Polisario, on parle en ce moment. Du fait des problèmes avec l'Algérie qui a rejoint la lutte du Sahraoui. Et c'est dans un deuxième, c'est après qu'il a essayé de tourner, qu'il a tourné West Indies, les picolets aux voisins, sur les Antilles, sur l'esclavage moderne et l'esclavage ancien, en relation avec l'esclavage pendant les 3 siècles qui ont précédé les indépendances, 3 siècles qui ont précédé les indépendances africaines. Sahraoui est venu après, et après Sahraoui, c'était l'Ilérois qui est une adaptation dans le style d'Alex, parce que vous connaissez, des écrivains polars. Et après, il a fait un film qui s'appelle Ouattani, en moins sans rêve, c'est aussi sur l'immigration en France, le fascisme rampant, parce qu'à l'époque, dans les années 80, donc le Front National, c'était pas encore un parti, c'était pas un tour parti de France, pour ainsi dire. C'est qu'il est devenu, je ne sais pas ce qu'il va devenir après. Et après, il a fait un film qui s'appelle Fatima. L'Indienne de Dakar. Sur un peu la repentance d'un tirailleur africain pendant la guerre d'Algérie. Voilà, en gros, il n'a pas fait beaucoup de films là-dedans, mais tous ces films ont compté, et tous ces films, il a eu des difficultés pour les réaliser. Ils ont compté dans le contexte du cinéma africain, même ici. Il n'a pas eu beaucoup de spectateurs, sauf principalement pour les picolets qu'on voit, qui a bien marché. Et en fait, dans le cas de Sahraoulien, je dirais que donc il lit le manuscrit du roman et il a tout de suite envie d'en faire un film. Et donc Pétondo a dit tout au long de sa vie en fait que sa vision du cinéma était celle d'un cinéma de nécessité. Et on dirait qu'en fait après avoir lu ce roman, il a senti la nécessité de faire ce film. Donc on pourrait dire la nécessité de rectifier une fausse image, celle d'une Afrique sans histoire ou qui ne serait entrée dans l'histoire que par la colonisation. Qui fait écho à un fameux discours de Nicolas Sarkozy une vingtaine d'années plus tard. La nécessité pour les Africains de se réapproprier leur image et d'écrire par un autre moyen, donc par le cinéma, la mémoire d'une histoire écrite par les colonisateurs. Et donc la nécessité également de transmettre cette mémoire et d'en faire un récit pas seulement pour les Nigérians, mais pour tous les Africains. Tous les Africains qui partagent la même histoire. Et donc, la nécessité d'inscrire cette mémoire dans l'histoire avec un grand H. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est la manière dont il fait de cet épisode assez localisé dans un petit village dans l'ouest du Niger une épopée panafricaine. Et donc il se tourne vers le passé comme lieu d'une histoire partagée et donc il en fait une sorte de socle commun pour envisager la construction
d'un futur ensemble. Et d'ailleurs, donc j'en arrive à la question. Donc ce qui est très beau, je dirais deux choses. L'une, c'est l'attention qui est portée à la thématique de l'unité et de la division. Donc en fait, on est à un moment, à un tournant historique, donc au moment de la conquête coloniale, et on voit donc des sociétés, une recomposition des alliances et des lignes de fracture des sociétés africaines qui se divisent, qui se recomposent. Il y a cette thématique. Donc il n'y a pas, je dirais, les blancs d'un côté et les noirs de l'autre, mais il y a tout un travail au niveau de l'écriture cinématographique sur, en fait, les dynamiques internes dans la société qui se retrouvent à faire face aux colonisateurs. Donc et là, on voit donc les conflits qui naissent et l'importance de l'union. Et donc il y a vraiment cette thématique union-division. Et donc, effectivement, comment est-ce que vous avez travaillé à ça dans l'adaptation du roman? Et puis, une scène à laquelle je vous avais demandé de prêter attention dans la projection, c'est à la toute fin. En fait, les dernières images du film, on voit derrière donc le peuple Azna et qui s'est donc réuni derrière Saint-Farnia. On voit des jeunes gens d'aujourd'hui, dans les années 80, habillés en jean et en t-shirt. C'était nous. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que ça veut dire? C'était nous. En quelque sorte, c'était la fin, bon, c'était l'unité, mais pour dire que ce qui s'est passé en 1899 n'est pas tellement différent de ce qui se passe en 2000, c'était 1986. Oui. Ah, c'était en juin 86. C'est un clin d'œil. La référence avec ce qui se passe maintenant et ce qui se passait il y a 100 ans n'est pas très très différente, quoi. Je veux dire, la colonisation, elle est partie, nous sommes indépendants, mais nous continuons d'être dominés. Je voulais surtout dire que Med n'a jamais envisagé le cinéma comme la vie, autrement que par la lutte. Donc, on a parlé brièvement de Soleil-Haut, de West Indies et tout ça. C'est la lutte continue. Et cette lutte-là, dans la perspective de l'émancipation de l'Afrique, au niveau même des cinéastes africains, il y a une lutte, des échanges qui peuvent être un peu durs parfois entre les cinéastes, qui n'ont pas la même perception du monde, la même perception de la réalité africaine proprement dite. Donc ce qu'il dit, le colonialisme français, l'impérialisme français, au niveau des Africains, il parle des vendus de l'Afrique, de ceux qui ont vendu l'Afrique. Oui, absolument. Des fils d'Afrique qui ont vendu l'Afrique aux autres. Ce que Sarah Ouni a dit à la fin, bienvenue à vous qui êtes venus, venez à nous, rentrons chacun avec sa croyance, avec sa liberté d'être ce qu'il doit être, de rester dans son être profond. Ah oui, et en fait, ce que je trouve très beau, c'est qu'à un moment, donc c'est la réflexion aussi sur justement le rôle que les Africains vont jouer dans la colonisation, c'est-à-dire, et en fait, il y a une mise en scène d'un processus, on dit entre chercheurs, de subjectivation politique. C'est-à-dire qu'on voit comment, en fait, une communauté, grâce donc Sarah et donc les chefs qui s'unissent à elle dans ce combat de résistance, en fait, développent une conscience politique face à l'adversité, alors que d'autres, face à la peur de la conquête de l'homme blanc, en fait, préfèrent la trahison en espérant d'être épargnés. Et ce qui est très beau, c'est à un moment, il y a cette phrase, finalement, c'est noir contre noir. Et notre pire ennemi parle notre langue. Et donc, il y a effectivement cette réflexion sur le rôle que les Africains ont joué et continuent de jouer dans leur propre histoire face à la colonisation à l'époque,
on pourrait dire, à cette séquence et à cette permanence historique après les indépendances. Et aussi, ce que je trouve très intéressant dans la manière dont l'histoire de Saraunia est racontée, c'est la démystification des colonisateurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la destruction de l'image du colonisateur blanc invincible, et il y a en fait, on voit un colonisateur qui est d'un côté, donc qui en fait se ridiculise, qui est comme aveuglé par son hubris, et on voit en fait comment cette entreprise de colonisation n'a rien de glorieux, et à un moment vraiment à la fin, il y a comme une juxtaposition entre ce que dit l'un des officiers français après que le capitaine Boulet est tué par un des tirailleurs, donc un peu de dignité s'il vous plaît, ce qui paraît complètement ironique parce qu'en fait ils ont perdu toute dignité, et de l'autre la dignité incarnée par Saraunia dans son discours à la fin. Donc en fait il y a d'un côté une prise de conscience donc du côté des Africains qui décident de résister, et de l'autre, en fait, il y a je dirais vraiment, oui, une démystification du pouvoir du colonisateur. Et je pense que l'une des idées du film, c'était justement donc de montrer aux Africains qu'ils sont aussi dignes que le colonisateur, que n'importe quel Européen, que le colonisateur blanc, même plus en fait. Et je trouve très parlante à un moment ce que le capitaine voulait dire quand il dit s'ils découvrent que nous sommes des hommes comme eux, finalement nous n'aurons plus d'emprise sur eux. Donc oui, par rapport à ce que vous disiez, je trouve que c'est un film sur comment dire, il y a d'un côté une autre écriture de la colonisation et une autre représentation du colonisateur que celle qu'on peut trouver dans les sources écrites par les colonisateurs eux-mêmes. Et de l'autre, on a une réflexion critique sur le rôle des Africains eux-mêmes. Je crois que vous avez dit beaucoup de choses, mais je ne me retrouve pas dans tout. Qu'est-ce que vous voyez ce film Saraunia, lorsque nous étions au Niger, en train de le tourner, et que nous avions des problèmes pour qu'on ne pouvait rien faire, qu'on était là pour attendre, il y a un cinéaste français, qui s'appelle Jean Rouge, un échographe, qui allait tous les jours à l'intérieur du Niger ou dans le Ghana, je ne sais pas, en tout cas le soir, il revenait, il tournait, lui, il était dans la piscine, et on parlait, on échangeait entre nous, mais nous, ce que nous voyons, c'est que lui, il allait tourner, et il revenait, mais nous n'arrivions pas à tourner. Ouais. On n'a jamais su pourquoi. C'est dire un peu le rapport dominant-dominé dont il a été question dans votre propos, dans votre titre, tout à l'heure. Et quand je disais tout à l'heure que maintenant, n'envisageait jamais la vie sans lutte, c'est pareil, le cinéma, il ne l'envisageait pas sans lutte. Donc, c'est la lutte permanente, née des contradictions, forcément, qui font qu'on crée la différence entre ceux qui ont envie de montrer que la vie peut se construire autrement que dans la soumission. Oui. D'où le reflet extraordinaire qu'est Saraunia, quoi. Comment représenter une femme en lutte en Afrique avec un fusil, alors que Sekinarewa dit à son fils, je te maudis, jamais plus. Bon, il y a
la contradiction là. Comment l'histoire avance-t-elle? Et comment faire avancer le cinéma africain? Me dit, moi, je n'ai pas envie de tourner avec une caméra en bois. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire un film en cinémascope. Voilà. Pour dire que nous sommes capables de faire autant que les autres si nous avons les moyens. Autant on a donné les moyens à Jean Rouge pour faire le film qu'il voulait tourner à ce moment-là, autant à Ahmed, on n'a strictement rien donné. Donc il a repris l'avion avec son petit papier dans la poche, en disant nous reconnaissons n'avoir pas respecté nos engagements contractuels. Et voilà. Pour résumer en gros, si je vous ai bien compris. Ah oui, absolument. Et justement, pour revenir au choix du cinémascope et donc l'ambition de réaliser cette grande production, en fait, si on réfléchit à la mise en scène de l'histoire dans les films de Redondo, donc dans Soleil-Yo et West Indies, il y a un traitement allégorique de l'histoire. Donc il y a des moments, il y a des scènes, des allégories politiques donc qui essayent de synthétiser et de l'histoire en créant des images allégoriques. Alors que, en fait, l'histoire prend une toute autre forme dans Saraonia, où la mise en scène est à la fois plus classique, je dirais, moins expérimentale. Et on a une épopée politique qui est aux allures de western parfois, mais qui n'utilise pas du tout les codes de la mise en scène hollywoodienne des westerns, les blancs vis-à-vis des Indiens. Dans West Indies aussi. Oui, non, dans absolument. Aussi. Non, mais il y a des ruptures avec le cinéma traditionnel. Ça, c'est sûr. Mais je veux dire que justement, dans Saraonia, apparemment, il y a une mise en scène plus classique par rapport à West Indies et Soleil-Yo, mais en même temps, il y a une subversion des codes. C'est-à-dire qu'on a une épopée qui pourrait être un western tourné en Afrique, mais où je dirais que la manière dont le temps, la parole surtout, est filmée est complètement différente à ce qu'on a vu jusque-là. Donc, je suis d'accord avec vous, mais je mets un petit bémol, peut-être c'est parce que l'ampleur de Saraonia qui vous fait dire ce que vous dites là. Oui. Il est vrai que quand on veut filmer l'Afrique ou un Africain, on n'est pas dans la tradition folklorique pure. Hein. Non, absolument pas. Ce n'est pas, comme on disait à l'époque, un film village. Non. Loin de là. Non. Quand on veut représenter le vieil Africain sous le baobab en train de palabrer, on ne peut pas le filmer comme on filme aujourd'hui, avec toutes les 2 secondes un coup de feu, un gros plan. Non. Voilà. Le chant contre chant n'est pas donné à voir comme on le donne ici en Occident. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ah, c'est comme ça. C'est une vision du monde qui n'est pas la vision de l'Occident dominant ou l'Occident hollywoodien. Quand l'autre dit, vous n'y pensez pas, quand même, nous sommes là pour la France. Redondo, quand il arrive, il dit, moi je suis là, je parle au nom de l'Afrique. Je ne parle au nom de personne d'autre. Je parle au nom de l'Afrique. Je n'ai rien d'autre que ma dignité. Et si on veut me piétiner, ça ne marche pas. Oui, et justement, ce qu'on voit dans le film, comme je disais, où on ne voit pas du tout les codes du cinéma narratif, du cinéma occidental, c'est que, en fait, Redondo a toujours insisté sur le fait que les cinéastes africains devaient se méfier du mimétisme et qu'ils devaient, en fait, inventer leur propre discours. Donc, le langage du cinéma africain était inventé. Et en fait, juste donc brièvement, j'ai retrouvé un extrait d'un entretien entre Redondo et Catherine Ruel en 1979 où il dit « Chaque sujet amène sa structure et sa mise en image. Nos langues, la richesse de notre histoire doivent apporter à notre cinéma une particularité. C'est pour cela que je dis souvent que les cinéastes africains doivent se méfier du mimétisme. Lorsqu'on a une histoire particulière, un peuple qui a sa façon de marcher, de serrer la main, de se regarder, de manger du riz, on doit le filmer d'une manière différente.
imposer un langage et mettre l'image au service de ce langage. Oui, il faut dire que le cinéma est né en Afrique quand même récemment, pas en Afrique noire, on va dire, parce que au nord du Sahara, en Algérie, en Égypte, les gens ont une tradition qui part comme le premier film vraiment qu'on a tourné, c'est celui de Paul Soumanou-Via, dont on a parlé tout à l'heure, Afrique-sur-Seine. Qui était tourné à Paris. Voilà. Ensuite, c'est Bonhomme s'arrête de Sam Ben Ousmane. Sam Ben Ousmane, ouais. Qui tourne à Dakar. Qui est déjà dans les années 60. Oui. Qui était une autre vision, une autre façon de donner à voir l'Afrique aussi. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis en train d'oublier, excusez-moi. Et voilà. Tu es en train de parler de ce métier du mimétisme. Oui. Donc, quand les Africains ont commencé à faire des films, ce ne sont pas les Africains eux-mêmes qui... C'est le peu d'Africains qui réalisaient des films que les Africains voyaient à peine, commentés par un regard extérieur de critique, en l'absence d'une production purement africaine. Donc, tout ça, ça met du temps. Quand on dit qu'il n'y a pas de cinéma africain, il y a quelques films, il y a des films qui sont réalisés. Mais en général, ils reçoivent Odile et Primature à l'extérieur qu'en Afrique. Et en général, quand ces films, c'est comme des livres d'ailleurs, quand on dit ça c'est un bon film, en Afrique on dit oui c'est un bon film en général. Le canon du cinéma africain. Les canons, nous ne maîtrisons pas les canons. Les canons ne sont pas les nôtres. Nous jugeons nous-mêmes nos films ou nos livres en fonction du regard critique que l'autre, c'est-à-dire en général l'extérieur, le blanc, l'occidental, en général, en fonction de son regard. D'où la problématique. C'est pas évident. Hein? Et quand certains cinéastes, ils ne sont pas nombreux, disent non, quand même, parlons de nos films, il y a des contradictions qui apparaissent. Il y a certains qui sont mis en avant, on dit que ce sont les vrais cinéastes. On les monte au pinacle et puis après on les oublie. Je peux vous en parler pendant des heures. Je veux dire, les cinéastes africains, ceux dont on parlait en 1960, 80, 2000 et 2020, c'est chacun à sa période. Après on les oublie. Dans 2 ans, peut-être on n'entendra pas parler d'un autre, mais qui n'aura rien révolutionné du tout. Parce que la révolution, il faut qu'elle soit visible, qu'elle porte sur les consciences. Les images, on peut faire une révolution dans les images. Mais ça ne paraît pas toujours. Et toute la nous reproduisons le cinéma colonial quelque part. Ben oui. Et donc juste pour et une dimension aussi de ce que vous venez de dire est aussi liée à la distribution, évidemment des films. Et donc Sarah a eu des problèmes de distribution et Métando disait même que la distribution de ce film a été sabotée et qu'au début, en fait, le film aurait dû être projeté dans 15 salles et finalement, il n'a été projeté que dans 8 salles. 6, je crois. 8, je crois, 8 salles à Paris et après une semaine, il a été retiré. Au point qu'en fait, il y a eu même une pétition de cinéastes dont Bertrand Tavernier, Costa Gavras, Ousmane Sambène et Souleymane Cissé, Jacques Demy. Donc il avait écrit une pétition pour que en fait, le film retourne en salle et Bertrand Tavernier avait demandé la salle publique du CNC pour faire des projections du film et finalement le directeur du CNC de l'époque avait refusé. Et donc ça pour le côté français. En Afrique, le film a également eu des difficultés de distribution, comme à peu près tous les films africains, je veux dire réalisés par des cinéastes africains, parce qu'après il n'y a pas un véritable circuit de distribution en Afrique. Donc le film avait été vu notamment au Cameroun, au Mali, il avait donné une copie au Burkina Faso également. Vraiment, voilà,
le film a été confronté au problème actuel de la distribution sur le continent. Comme vous l'évoquiez à un moment, donc TF1 avait acheté donc, les droits de diffusion du film à la télévision, mais finalement il ne l'a jamais diffusé. On comprend pourquoi. Et donc en revanche, il avait été, donc les passés, elle a été achetée par Channel 4 au Royaume-Uni et ZDF en Allemagne. Mais cependant, ce fut un non-succès d'un point de vue économique qui a coûté très cher à Medondo. Donc sa maison de production Soleil au film a fait faillite après la réalisation de Sarah Ounia. Et finalement, des 50 millions de francs CFA qu'il avait reçus en prêt du gouvernement burkinabé, il a pu qu'en rembourser 10 millions. Et donc c'est juste pour dire aussi comme non seulement le film en soi, mais l'histoire de ce film, à la fois l'histoire de sa réalisation, ensuite de sa distribution entravée, reflète donc je dirais la politique du cinéma africain en ces années-là et peut-être encore aujourd'hui d'une certaine façon. Oui, parce que lorsque le film est sorti, c'est en 87, hein? Oui. Effectivement, il y avait, moi je pensais que c'était 14 salles, je me souviens plus très bien. Et le distributeur, c'était les films de La Rochelle. Exactement. Quand il a téléphoné, on lui a dit non, il n'y a pas 14 copies, il y a 5 ou 6. Si on prenait la salle, une petite salle et que vous retrouviez avec 2 ou 3 salles, il n'y a pas beaucoup à gagner, quoi. C'est pas le film projeté dans les circuits de distribution non commerciale, c'est pas ça qui va vous apporter de l'argent. Et malheureusement, ces films-là ne sont pas visibles en Afrique aussi. Ce ne sont pas les télévisions africaines qui les achètent, malheureusement. Et en Afrique, il y avait, dans les années 70, un peu 80, on a créé ce qu'on appelle le Cyprofilm, c'est un consortium de production. Le CIDC, c'est un consortium pour la distribution. Les structures n'existent pas. Donc, les films, vous les tournez là-bas ou vous les tournez ici, vous ne pouvez pas les rentabiliser. Tout le problème, il est là. Comment faire en sorte que les cinéastes qui tournent arrivent à rentrer dans le sou pour pouvoir tourner le film? C'est quand même un peu compliqué. Et depuis les années 80, vous savez ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pratiquement les plus de ça, quoi. Avec les VHS qui sont apparus, et maintenant avec les plateformes, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Les pauvres doivent se battre encore beaucoup plus, doivent arriver à élever un tout petit peu la voix, cette petite voix, on l'entend à travers eux. Mais ce qu'on peut dire, c'est que dans ce constat assez pas pessimiste, mais réaliste, qui n'est pas très joyeux, en même temps, pour ce qui est de la vie de ce film, il a été redécouvert ces dernières années, après la restauration. Donc c'est un film qu'on peut dire qui a eu en ce moment une deuxième vie. Oui, malheureusement, ça a mis la pomme le loup. Ça, c'est sûr. C'est vrai qu'il a eu une deuxième vie, il a été aux États-Unis, il a été en Allemagne, il a été un peu partout pour parler du film, parler des difficultés. Il a réussi à vivre sa vie en ne commandant pas tout le temps, même pour ce qu'il mange, quoi, parce qu'il arrivait à faire du doublage, mais ces films ne lui ont pas apporté suffisamment de sous pour qu'il... Non, et donc, mais Medondo, de son vivant, était surtout connu pour être en fait la voix d'Eddie Murphy. Donc, il a toujours financé la production de ses films avec son activité de doublage, donc d'acteur afro-américain, notamment Eddie Murphy. Donc, non, mais ce que je voulais dire, c'est certainement, je dirais, cette nouvelle diffusion que le film a connue depuis sa restauration au cours des 2 dernières années.
Malheureusement, on ne le ramène pas en Medondo en vie, mais d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu aussi dans le cas des films de Sarah Maduro. On en a parlé avec Safi lors de la première séance des Ciné-Dialogue Afrique. Mais en revanche, je pense qu'on peut réfléchir au rôle que cette redécouverte récente peut jouer dans l'écriture du canon du cinéma africain. C'est-à-dire justement pour revisiter certains pans de cette histoire qui a un peu été oubliée, peut-être. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas tellement parler du cinéma africain parce que j'ai travaillé avec Matt et puis on a arrêté de travailler ensemble depuis pas mal de temps et puis après il est parti. Je suis en relation avec certains cinéastes que je crois de temps en temps, que je croise, mais les conditions de production, quelqu'un qui reste 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, sans arrière à faire un film, c'est quand même compliqué. Donc je me vois mal parler du cinéma africain en général. Je peux parler du film de son esthétique, même si je ne suis pas un critique, de ce qu'il pensait faire de ses films, de l'ambition qu'il avait de faire un film sur toutes les ouvertures, Ben Barka, adapté, celui de Boutansi. Ça, c'était des choses extraordinaires. Et maintenant, je suis là, c'est grand, on est dans le cinéma africain, et puis le questionnement sur l'esthétique ou la perspective future du cinéma africain, c'est compliqué. Non, moi je vous demandais pas ça. Non, c'était plutôt par rapport à, je dirais, l'écriture, comment on écrit en fait la mémoire du cinéma africain lui-même. Et comment certaines dynamiques récentes, par exemple, je pense à Black Lives Matter pendant la pandémie Covid et en fait les discours décoloniaux d'aujourd'hui, ont peut-être favorisé la redécouverte de ce film et lui ont donné une deuxième vie, ont encouragé la restauration et après maintenant la diffusion dans des circuits qui ne sont pas ceux de la grande distribution, mais il y a eu un fréquent d'intérêt, une redécouverte, je dirais, de Medondo comme cinéaste et pas que comme la voix d'Eddie Murphy. Donc, oui. Moi, je voulais juste dire que ce sont des films qui cherchent d'abord à être, c'est-à-dire à être faits, qu'ils soient réalisés, et puis qu'on les voit. Et dans un deuxième temps, que ceux qui les font, qui ont un point de vue sur le monde, qui ont un point de vue sur l'Afrique elle-même, au niveau des Africains, et qu'ils se confrontent, et qu'on dise que c'est ça aussi l'Afrique. Elle est une, hein, mais elle est différente aussi. Celui-ci veut faire un film sur je ne sais pas quoi, l'autre sur, comme disait, sur les forgerons, sur les tresses d'épaule. L'autre veut parler du maître qui a abattu le petit talibé. C'est cette lutte-là qui a fait la différence. Si on prend les 50 dernières années au niveau du cinéma africain, on continue de parler, parce que quand même, net, ça fait depuis les années 70, c'est-à-dire que ça fait 50 ans. On ne parle pas de la même manière de Medondo qu'on parlerait d'un autre. Je veux dire, quand on dit Saraounia, on ne dit pas Tilaï tout de suite, ou Boubou Cravate. Ce sont des films qui existent, c'est tant mieux. Ils expriment quelque chose, ce sont des films africains. Mais qu'est-ce qui fait fondamentalement leur différence? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est la lutte en fin de compte qui détermine la qualité du film. Les éléments dans le film, la lutte des éléments dans le film. Oui, absolument. Et donc, comme vous le disiez, l'importance pour ce cinéma d'être vu. Donc, merci d'avoir été ici. Merci à tous les voir par cet échange.